Donc, je vais commencer tout de suite ma présentation. Et ma présentation, enfin, on a décidé avec Giulio que je vous parle des choix thérapeutiques concernant le recouvrement radiculaire dans un contexte esthétique. Et c'est vrai que quand on construit ce genre de sujet, on s'aperçoit qu'on a quand même beaucoup de recouvrement radiculaire dans des zones non esthétiques. Et il a fallu trier donc les cas pour que ça corresponde bien à ce que nous avons envie de vous montrer. Et de ce fait, je dois déclarer des liens d'intérêt, puisque si je suis là ce soir et que je remercie l'équipe d'Oral-B, c'est que je travaille de temps en temps, ponctuellement, dans des collaborations scientifiques, comme Giulio d'ailleurs, des interventions d'activités de formation, comme c'est le cas ce soir. Et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec vous depuis de nombreuses années, et je vous en remercie aussi pour votre fidélité et votre confiance. Alors l'esthétique du sourire, puisque en fait, si on parle de l'esthétique des gencives, on va quand même parler de pourquoi c'est important. J'ai pris cette pub pour une assurance dans un aéroport à Madrid, si je me rappelle bien. Et j'attendais ma valise pour aller à un congrès, je pense, de Paro. Et je me suis dit, bah, tiens, quand même, les assureurs font de la pub pour leurs produits et ils vantent la visibilité des dents, mais surtout du parodonte. Et surtout, cette amplitude du sourire, elle est amplifiée par des pinces à linge, ce que je trouvais un petit peu bizarre, mais qui m'a quand même pas mal amusée. Pour vous dire qu'en fait, je pense que même quand je ne travaille pas, je regarde le parodonte des passants, des affiches, de mes relations amicales, professionnelles, familiales. Donc c'est vrai que pour moi, depuis des années, je pense que l'esthétique du sourire, c'est quelque chose, d'abord j'adore les gens et j'adore le sourire, mais ne dépend pas uniquement des dents. Sinon j'aurais fait ortho peut-être, si j'avais voulu, ou resto, ce qui ne m'aurait pas déplu. Et c'est vrai que dans l'esthétique du sourire, si on reprend les trois piliers essentiels, il y a l'architecture gingivale qui joue un grand rôle, et d'autant plus un grand rôle puisqu'elle est visible à chaque fois que nous allons effectuer cette mimique qui n'est pas le propre de l'homme, puisque les animaux sourient aussi. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas, ne serait-ce que par mimétisme. Mais nous avons des relations sociales qui font que la gencive, lorsque nous réalisons ce sourire, joue un rôle clé en fait dans la perception. Ce qui n'est pas si simple pour les patients lorsqu'ils viennent vous voir et qui veulent avoir une réhabilitation du sourire. Souvent ils vont vous dire c'est pas joli, mais ils ont du mal à exprimer la composante rose, et c'est pour ça aussi qu'on est là, pour vous former aussi, pour éduquer nos patients, puisqu'on fait pas mal de communication sur les réseaux sociaux pour que les patients comprennent que lorsqu'ils ont un complexe avec leur sourire, c'est pas forcément lié aux dents. Mais vous allez voir aussi quand même que très souvent, ils s'adressent en priorité à des gens qui travaillent sur le blanc. Donc pourquoi l'esthétique gingivale est-elle si importante? Nous, on s'est posé cette question, ça fait un peu ancien combattant, mais en 2000, voilà, pour tout vous dire. Avec mon ami Alain Borghetti, on faisait beaucoup de conférences sur le recouvrement radiculaire, et on s'était fait reprocher que peut-être c'est parce qu'on savait le faire qu'on en faisait beaucoup, ou peut-être parce que c'est qu'on savait faire que les patients nous étaient adressés, et qu'en fait c'était un effet de mode, et qu'on avait les notions essentiellement de prothèses qui disaient oh, il y a très peu de patients qui découvrent ne serait-ce que le collet des dents, le blanc. Ne parlons pas donc du sément, mais alors les gencives, franchement, s'il y a 10% de la population qui le découvre lors du sourire, et c'est vrai que dans les publications qui étaient des années 70-80, on n'avait aucune notion de cette visibilité. Donc, je vais vous raconter cette fameuse histoire de la visibilité du parodonte. On avait fait venir à la Société française de parodontologie Maguire, qui publiait beaucoup sur l'esthétique et sur le... Enfin non, il publiait beaucoup, oui, sur l'esthétique gingivale et sur le recouvrement des récessions. Et il nous avait dit aussi qu'il avait l'impression qu'on lui adressait des patients parce que c'était la mode, et que recouvrir des récessions d'1 millimètre dans le secteur antérieur et antéro-supérieur, c'était vraiment surfait, et que peut-être que ça passerait de mode. Suite à cette discussion et à cette conférence du professeur Maguire, on s'était dit avec Alain Borghetti que finalement, on allait vérifier tout ça de manière assez simple en cabinet,
Et on était toute une équipe de chirurgiens dentistes qui étaient ou parodontistes exclusifs ou avec un grand tropisme parodontal. Et on s'était dit tout simplement, on va prendre des photos des sourires de nos patients à partir de lundi. On était une équipe de 6 ou 7 de la région PACA. Alors on était quand même un peu universitaire, donc on avait essayé d'avoir un échantillon représentatif de la population française. Et on va leur faire un sourire naturel puis un sourire forcé devant notre objectif. Et on va voir si sur un panel de 570 patients, on a vraiment le pourcentage. En fait, c'était tout simplement une étude de prévalence. Suite aux premières photos qu'on avait prises et puis aux publications, les publications qui étaient tirées de la dentisterie esthétique, du blanc, hein, on avait trouvé 2-3 infos sur la visibilité du rose au cours du sourire, et notamment, on savait très bien que si on voulait donner des prévalences, il fallait qu'on ait des classes, et les plus simples possibles. Donc, on les a inventées. Hein, quand on n'a pas d'outils, on les crée. On a créé 4 classes qui nous paraissaient, en tant que cliniciens, relativement simples à comprendre et surtout à objectiver. Bien évidemment, on a fait des variations intra-individuelles et inter-individuelles dans notre groupe. Mais surtout, on voulait que ça corresponde à la vraie vie. Donc la vraie vie et les classifications en paro, hein, vous le savez, on est un peu... un de mes étudiants m'a dit, oui, vous êtes procédurier en parogite. Non, on est protocolaire peut-être, mais pas procédurier. Mais en tout cas, on aime bien classer pour pouvoir avoir un langage universel entre nous. Et on s'est dit, voilà, la première classe, c'est le sourire gingival, parce que ça, c'est connu de tous. Ça a été quand même bien défini. C'est la visibilité d'un bandeau continu de gencive au cours du sourire de plus de 3 mm de hauteur. Et première chose qu'on avait constatée, c'est que pendant nos études, on nous parlait de la zone esthétique de canine à canine. Bien souvent, d'ailleurs, on me disait, fais une conf de canine à canine, comme ça tu parles de l'esthétique et on est tranquille. Mais en fait, en réalité, quand on parle de l'esthétique du rose, très souvent, on parle de l'esthétique du rose jusqu'au molaire. Et on l'a vu dans notre panel de patients. Et si vous vous amusez dans votre patientèle à partir de demain, si vous regardez bien, vous voyez le parodonte jusqu'au 6, voire au 7. Donc c'est déjà, la zone esthétique, elle a été largement élargie. La deuxième chose aussi, et ça on ne l'a pas évalué dans notre étude, mais depuis qu'on raisonne sur ce sujet, c'est qu'on voit quand même assez fréquemment aussi la gencive mandibulaire au cours du sourire. Et ça aussi, ça veut dire que est-ce que la zone mandibulaire est une zone esthétique? Probablement, en tout cas chez certains patients. Nous, les résultats très rapidement de cette étude que je voudrais partager avec vous, c'est la première, c'est que lorsque vous allez avoir des consultations en esthétique parodontale du rose, il faut avoir des patients qui sourient de manière forcée, c'est-à-dire qu'ils ne fassent pas le sourire timide, mais bien un sourire amplifié. Donc ça, ce sont les patients en sourire naturel, hein, le petit bandeau jaune, ce sont les patients qui vont avoir donc soit une classe 1, un sourire gingival, soit une classe 2 qui est en fait la visibilité d'un bandeau continu de gencive au cours du sourire qui fait moins de 2 mm. Puis la classe 3, ce sont que les triangles, enfin les espaces interproximaux. On avait décidé ainsi, parce qu'on avait pas mal de patients qui avaient des parodontites traitées, remplies ou pas de gencives, donc les fameux triangles, rose ou noir. Et puis la classe 4, où on voit pas du tout de parodonte. Au cours du sourire naturel, mes 4 patients vont faire un sourire forcé devant l'objectif. Donc là, en gros, on a 4%, 8%, de classe 1 et 2, et au cours du sourire forcé, on a pratiquement un shift qui se passe, on a 40 et quelques % de patients qui découvrent leur parodonte. Donc s'ils ont une récession, même si elle fait 1 mm, les classes 1 et 2 représentent en gros donc 43%. Cette étude, elle a été reprise, alors je ne sais pas si je suis passée trop vite, cette étude, elle a été reprise 10 ans après, donc nous on l'a publiée en 2004, par une équipe indienne qui a utilisé notre classification et qui a aussi testé donc, la prévalence dans une population indienne d'environ 400 patients. Ils ont retrouvé absolument les mêmes résultats, ce qui veut dire que la visibilité du parodonte, c'est pas dépendant de l'ethnie. D'ailleurs, dans notre étude, il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes, il n'y avait pas de différence entre les patients âgés et les patients jeunes. Donc, c'est tous les critères qu'on nous avait dit de prothèse ne se sont pas vérifiés. On avait quelques asymétries, mais c'est tout. Et donc, cette étude indienne nous avait bien amusés puisqu'on retrouvait à peu près les mêmes résultats.
Ce qui veut dire que ça nous a poussé à travailler un petit peu plus aussi sur cette notion de sourire forcé et aussi d'éclat de rire. J'avais confié à Mathias Forbrack lors de son internat et de sa thèse de second cycle la possibilité en fait de filmer les sourires et d'essayer justement de voir si en faisant un scénario qu'on avait mis au point pour faire éclater de rire nos patients, on pouvait voir encore plus de gencives. Et effectivement, dans cette publication, on a pu montrer qu'on avait des photos naturelles et forcées, plus des éclats de rire. On voit encore plus de parodontes lorsqu'on arrive à faire des éclats de rire à nos patients. Et a fortiori, évidemment, quand on a des lésions de ce type, elles sont extrêmement visibles, alors qu'au départ, évidemment, le patient a tendance à cacher avec sa main sa bouche et ses récessions. On va quand même faire un petit clin d'œil. Qu'est-ce qui est esthétique pour un parodontiste? C'est pas essentiellement donc la visibilité du parodonte au cours du sourire, mais c'est aussi qu'évidemment, quand on a une gencive en bonne santé, et c'est ce que disaient les Indiens aussi dans leur conclusion, que j'avais trouvé très sage, c'est qu'en fait, c'est pas la demi-millimètre de récession qui nous embête, c'est surtout c'est la beauté d'un tissu sain. Alors c'est vrai pour les gencives, c'est vrai pour la peau, c'est vrai pour les dents. Ce qu'on va rechercher d'abord, c'est l'absence d'inflammation et donc évidemment une bonne santé parodontale. Cette santé parodontale, elle va être liée évidemment à l'hygiène que le patient va mettre en œuvre. Autre analyse qu'on avait envie de faire et que je partage avec vous, parce que c'est vraiment de l'expérience clinique, c'est, vous avez tous lu les PROMS. Les PROMS, c'est les résultats liés aux patients. Mais en fait, en réalité, c'est pas une nouveauté. Si on soigne des patients tous les jours, c'est parce qu'on veut que le résultat soit lié à la satisfaction du patient. D'autant plus quand on rentre dans un domaine subjectif comme l'esthétique, où on va avoir besoin quand même de comprendre les doléances du patient. Et pour ce faire, on est en train de travailler là-dessus. On essaie de mettre en adéquation la sensation du patient concernant l'aspect de ses gencives, avec tout bêtement une échelle visuelle analogique détournée de celle qui est utilisée pour la douleur. Ce qui est important pour les plus jeunes de comprendre, c'est qu'une échelle visuelle analogique, pour le patient, le côté patient est très important. Il n'est que sur des pictogrammes, puisqu'il ne faut pas qu'il se mette une valeur personnellement. C'est-à-dire qu'une échelle visuelle analogique, qu'elle soit de 0 à 10 ou de 0 à 100, il ne faut pas que le patient se mette une note, hein, parce que sinon, il va avoir tendance à être conditionné par rapport à ce qu'il a vécu au niveau scolaire. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir ce recto et ce verso ensemble, bien sûr, puisque le curseur est placé de la même manière. Et nous, on regarde et on note discrètement la manière dont il perçoit l'esthétique de son sourire. L'esthétique de ses gencives, pardon. Mais de notre côté, puisqu'on est scientifique, il faut qu'on ait un moyen objectif de mesurer cette esthétique, et notamment cette esthétique basée sur la gencive. Et une fois de plus, on s'est penché sur la bibliographie. Notamment, j'avais confié à un de mes chefs de clinique, avec Mathias toujours, la recherche de tous les scores esthétiques du sourire qui parlaient de la gencive. Et je peux vous dire qu'il en a trouvé énormément en implantologie, que c'est grâce à l'implantologie, en fait, qu'on a fait beaucoup de progrès dans le rose, parce que c'était la recherche du mimétisme du parodonte autour des implants. Et on a décidé, alors ça de matière arbitraire, bien qu'on ait dans cette revue publié l'intégralité de tous les scores qui existaient, on en a choisi un qui nous paraissait le plus proche de la réalité clinique et le plus simple. C'est le score esthétique, le Smile Aesthetic Index. Alors le Smile Aesthetic Index, il a été quand même publié aussi dans une revue de dentisterie, voilà, une revue d'implantologie. Mais par donc je pense que tu connais bien Roberto Rotundo, qui est dentiste esthétique. Et clairement, si on regarde son score, il est basé sur 10. Il y a 5 critères sur le rose. Il y en a 2 sur les traits du visage, 3 sur les dents, et tout le reste, c'est la gencive.
Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi, et je dirais que si on devait en créer un, on en créerait un encore plus simple, qui ne concerne que le rose, et peut-être qu'on se servirait essentiellement de ces 5 critères-là, qui sont vraiment très intéressants. Dans notre diplôme universitaire de chirurgie plastique parodontale, tous nos patients sont scorés de toute façon comme ça. Et on fait ce genre de fiche de la classification de parodontia. Donc on voit un bandeau continu de gencive. Donc ça veut dire que ce patient, chaque fois qu'il va rire, sourire, il va montrer son parodonte. Il a un Smile Aesthetic Index à 7 sur 10 parce qu'il a un non-alignement des milieux, un non-alignement des couronnes et une absence et une petite dyschromie dentaire sur l'incisive la 31. Donc vous voyez bien qu'il a perdu 3 points, enfin elle a perdu 3 points que pour des raisons dentaires. Il n'y a pas de problème au niveau parodontal. Mais les contours gingivaux inesthétiques et disharmonieux, ils sont souvent liés aussi à des petites lésions comme celle-ci. C'est une patiente qui vient me voir qui me dit, en substance, j'ai des dents pointues. Elle n'a pas parlé de ses gencives du tout. Alors j'ai dit, elle a des dents pointues, elle est jeune, elle a 22 ans. J'ai dit, oui, effectivement. Et elle me dit, non, c'est pas là, mais mes dents, elles sont pointues là-haut. Et effectivement, elle se brossait comme une acharnée avec une brosse à dents extra dure, en mouvement horizontal. Et sur un parodonte de type 3, c'est-à-dire pas mal de gencives, mais probablement peu d'os dessous, elle a créé immédiatement des lésions qui sont donc bien évidemment des fentes de Stillman qui vont prévisualiser ces récessions. Et dans ces cas-là, le patient demande en fait tout simplement à ce qu'on lui redonne l'aspect naturel, qui est un aspect arrondi. La nature a en fait très peu de zones où c'est aigu et plutôt arrondi, comme dans les églises romanes. Et de ce fait, on est obligé, avant de réaliser des techniques de recouvrement et de renforcement, de changer les méthodes d'hygiène, parce que évidemment, un patient qui a l'habitude de s'arracher les gencives va continuer à le faire, même si on met en place toutes les techniques que vous pouvez imaginer. Donc très rapidement, par un tunnel et un conjonctif, on arrive à réharmoniser tout ça. Troisième point aussi important, le patient qui ne sait pas le dire, et parfois il va voir un orthodontiste ou un dentiste restaurateur, c'est la symétrie entre le côté droit et le côté gauche. Cette patiente, elle avait clairement identifié qu'il y avait un souci, mais elle disait qu'elle avait des dents plus longues à droite qu'à gauche. Elle a raison. En tout cas, en termes de visibilité, oui. En plus, elle trouvait que c'était plus jaune, mais enfin, en aucun cas, elle avait imaginé que c'était sa gencive qui s'était rétractée. Donc, de ce fait, quand on lui pose la question sur cette échelle visuelle analogique, à droite, elle se met 4 sur 10. C'est vrai que là, c'est pas joli, donc elle commence à comprendre que ça vient de là. Et puis là, elle dit, oui, finalement, moi, je me mets 10 sur 10, même si peut-être qu'elle n'a pas tout à fait raison, puisque donc nous, avec notre score esthétique, on est quand même à 9 d'un côté et 7 de l'autre. Donc c'est moins pire que ce que l'on pensait. Donc on en vient au sujet de ce soir, qui est essentiellement, puisqu'il y a quand même d'autres critères, d'autres facteurs qui posent des problèmes au niveau de l'esthétique gingivale dans le sourire, mais on a décidé de parler que des récessions. Il faut bien évidemment reposer la définition et aussi l'impact que ça a. C'est que ça a bien sûr un impact esthétique, mais pas que. Déjà en 2000, dans notre bouquin, on avait écrit qu'une récession, c'est pas qu'un problème esthétique, c'est un parodonte réduit. C'est un parodonte réduit parfois sans antécédent de maladie parodontale, mais pas toujours. Que ça touche quand même, selon les études, entre 30 et 100% des patients. Et que à partir de 30 ans, malheureusement, donc les plus jeunes, ça vous concerne pas, mais à partir de 30 ans, plus de la moitié de la population présentera une récession d'environ 1 mm, ce qui ne veut pas dire qu'il va falloir les traiter, bien évidemment. Le patient est concerné par ces problèmes de récession gingivale pour 3 raisons essentielles. Et quand je dis concerné, il vient nous voir pour cette raison-là. L'aspect inesthétique arrive quand même en premier, même s'il ne sait pas le dire. Il ne sait pas le dire comme ça, mais en gros, les sourires de classe 1 et 2, il découvre dès qu'il y a 1 mm de récession. En deuxième position vient quand même l'altération de sa qualité de vie. Alors c'est le terme à la mode aussi, mais ça fait des années qu'on sait bien qu'un patient qui ne peut plus boire froid, boire chaud, manger des glaces, boire du café, ou même à Marseille, ne sortir dans la rue les jours de Mistral, ça veut dire quand même que sa qualité de vie est altérée. Et c'est bien évidemment le lien entre l'hypersensibilité radiculaire et les récessions que vous connaissez bien. Et puis, il y a aussi quand même ce troisième facteur, j'en ai mis même 3 F, tellement c'est très grave, c'est que les récessions,
avec leurs effets sur l'hypersensibilité radiculaire, mais aussi la douleur ou la peur, fait qu'il y a énormément de cas où il y a de l'inflammation dans ces zones-là parce que le patient arrête de brosser. Soit il brosse trop fort, soit il arrête de brosser. Et donc ça, c'est vraiment un sujet parce que ça peut, bien évidemment, faire perdre de la tâche en plus. Alors c'est un petit clin d'œil pour mon ami Giulio, puisque j'utilise les sondes que j'adore, les sondes qui nous permettent de voir la finesse du parodonte, puisque, bien évidemment, un des facteurs principaux prédisposants des récessions, c'est le phénotype. Hein. Le phénotype, on est avec. Hein. Alors après, certains mouvements orthodontiques peuvent engendrer un changement de phénotype, mais au départ, on a, par exemple, ce type de patients qui ont un os, beaucoup de gencives, mais un os très fin, des déhiscences, des fenestrations, et la moindre lésion, ils ont donc vraiment la visibilité de cette sonde par transparence que je vous conseille d'utiliser, qui mesure, en fait, qui objective une épaisseur inférieure à 0,5 mm. Donc vraiment, c'est un parodonte très fragile et la moindre agression, notamment avec des brossages itératifs, va engendrer des récessions. Donc évidemment, dans ces cas-là, dès qu'on a objectivé la cause, on va la changer. Moi je disais souvent à mes étudiants, on a deux métiers différents. On passe notre temps à motiver des patients qui ont des parodontites liées à la présence de plaques et on les tanne pour qu'ils se brossent les dents. Et puis on en a d'autres dans la consultation suivante qui se brossent trop fort les dents et qui s'arrachent les gencives. Et donc on alterne entre motiver à changer le mouvement ou motiver à vraiment mettre une brosse à dents dans la bouche. Donc c'est assez intéressant pour ça. Ça ne veut pas dire que ça soit aussi simple que ça, hein, parce que le patient qui est broxomane, il a besoin de sentir une gencive irritée à la fin du brossage. Donc on a vraiment besoin de déprogrammer le geste, déprogrammer cette sensation, tout en leur prouvant que ça a marché. Donc on utilise autant le révélateur de plaques chez ces patients-là que ceux qui ne brossent pas, ne serait-ce que pour se rendre crédible. Et puis de ce fait, quand on parle de récession, on est obligé quand même de mettre au moins cette diapo. Alors c'est extrait d'un article qu'on avait écrit avec un des élèves du DU, mais c'est bien sûr donc voilà, ça va, merci. La classification de Kéro, vous le savez, ces récessions, on ne les traitera pas de la même manière, c'est toujours intéressant, concernant la prévision du résultat, surtout quand un patient a une demande et une attente esthétique. Donc ça, je passe vite parce que je pense que vous les connaissez. Donc, on va se poser la question de comment les récessions gingivales affectent l'esthétique des gencives et comment on peut avoir des outils fiables pour évaluer cet effet sur l'esthétique. Alors, je dirais que ce sont des outils surtout pour évaluer nos techniques sur cette esthétique, puisque ces outils, ils ont été testés récemment, non, maintenant, j'avais faire, ça doit être été de 2019, oui, c'était pas si vieux, c'était avant le Covid. On va parler comme ça, avant le Covid ou après le Covid. Ces trois outils, ils ont été testés. Alors celui-ci, le Pink Aesthetic Score, il a eu un très mauvais résultat dans cette étude, mais pour nous, déjà, on l'avait abandonné parce que d'abord, il avait été utilisé, bon, c'est pas que je suis contre les implants, mais il avait été créé par Furhauser et son équipe par rapport à l'esthétique périimplantaire, mais c'est surtout qu'il est extrêmement complexe à utiliser. Le deuxième n'est pas plus simple, mais il est beaucoup plus fiable. Et le troisième est très simple et très fiable. Et statistiquement, il n'y a pas de différence entre les deux. Je cite quand même le second parce que je suis chauvine et qu'il a été mis au point par des Français et notamment des Parisiens et une équipe marseillaise dont j'avais fait partie. Donc ces deux critères, ils sont importants parce que c'est ceux-là qui vont vous permettre de vous jauger et de savoir que vous avez atteint l'objectif, puisqu'il y a le terme d'esthétique au milieu. Et ce terme d'esthétique, il faut que vous soyez tout à fait conscient de vos capacités à les atteindre. Il est facile à utiliser, puisque évidemment, il est sur 10. Donc moi, je trouve que c'est assez simple au quotidien. Et surtout, 6 points parmi les 10 qui concernent effectivement le pourcentage de recouvrement. Puisque vous comprenez bien que pour votre patient, même si vous vous satisfaisez de ce 90%, pour le patient, c'est quand même ce qu'il y a de plus important, c'est d'avoir du 100%. Et puis pour le reste, c'est quand même aussi intéressant, puisque ça, j'ai tendance à dire, ça y ressemble beaucoup, mais la texture, vous verrez, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a des cas où ça a très bien recouvert, mais l'aspect de la gencive est pas très joli.
peut-être c'est des pinaillages de dentiste quand même. Hein. La position de la ligne mucogingivale, ça, je n'ai jamais eu aucun patient qui m'a reproché que je lui ai changé la position de sa ligne mucogingivale. Mais ça a été noté comme ceci. La couleur, ça peut arriver, mais ça arrive surtout avec des greffons très épais. Et puis, il y a le deuxième score que je vous conseille d'utiliser, soit le RES, soit le BAS, soit les deux. Mes étudiants du DU n'ont pas le choix, ils utilisent les deux. Mais au quotidien, en cabinet, il faut bien en choisir un et puis s'y tenir. C'était suite à une étude qu'on avait faite avec Stéphane Kerner et l'équipe de Philippe Bouchard. Donc, on avait évalué, je faisais partie des 5 évaluateurs, voir si justement ce score avant-après chirurgie plastique parodontale de recouvrement nous permettait d'évaluer de manière fiable et reproductible nos résultats esthétiques. Et ça nous avait permis de continuer à bosser justement sur l'analyse esthétique dans la validation des techniques chirurgicales et pas seulement le résultat en termes de recouvrement. Voilà comment il se présente. Alors, il est un peu plus compliqué parce que c'est une échelle de Likert à 5 points. Donc, quand on doit la scorer, il faut vraiment prendre l'habitude. Mais une fois qu'on a fait notre courbe d'apprentissage, on peut tout à fait retrouver les mêmes critères. Et les publications sont sorties en même temps. Hein. Et on peut retrouver les mêmes critères, à savoir le pourcentage de recouvrement, la couleur, la texture, le volume, la présence de cicatrices. Alors, j'en ai discuté avec Tarnaud. Je faisais une conférence avec lui, il m'a dit « La gencive ne fait jamais de cicatrices ». Depuis qu'il m'a dit ça, je cherche à en trouver. Et c'est vrai qu'à part des grandes incisions de décharge, c'est pas très, très visible. Mais on peut aussi parler de la présence de tissu kératinisé, ce qu'on avait décidé par rapport à la position de la ligne mucogingivale qui nous paraissait un peu plus bizarre. Et puis il y a un score global sur 10 qui est vraiment l'apparence esthétique. C'est très subjectif, mais là aussi c'est l'intérêt d'un score, c'est que vous les mettiez à votre mesure. Voilà. De ce fait, on s'est posé la question. Alors, j'ai mis ta photo, Giulio, parce que tu as quand même beaucoup participé là aussi à réfléchir, à savoir decision making. Vous savez, les arbres de décision, en fait, on nous les demande beaucoup. Je pense que les IA sont beaucoup plus dégourdis que nous pour en générer. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que chaque fois que j'en fais une, ou que j'en fais un, ou que je retranscris l'une ou l'autre, et là, notamment, je répète, je ne l'ai faite que pour les zones esthétiques. C'est le cas aussi de celle de Martina. Puis on en a fait une avec Sébastien. C'était son rêve de trouver le Graal avec un... Mais en fait, si vous regardez bien, donc celui-là, on l'a mis dans l'EMC, à la fin, on fait toujours la même chose. Voilà. On ajoute un morceau de tissu conjonctif. Enfin, dans les evidence-based, après, bien sûr, on pourrait passer des heures à dire ce qu'on peut. Et on fait des techniques de lambeaux positionnés coronairement qui sont soit des tunnels, des enveloppes, ce que vous voulez. Mais de toute façon, on arrive toujours au même résultat. Ce qui est important et qui est intéressant, c'est le fait qu'on sache distinguer si ce sont des RT1 et des RT2 pour le patient. L'information du patient, le consentement éclairé, de savoir lui dire si avec une RT1, on lui fait la technique qu'on préfère, c'est-à-dire toujours la même, ça va marcher à 100% si tout se passe bien. Si on fait toujours la même sur une RT2, surtout ne promettez pas du 100%, même si ça peut arriver. Donc, je suis toujours un petit peu sceptique sur les critères de décision. Ce qui est important, c'est ça. Ce sont les nœuds de décision qui sont dans votre cerveau et qui vont vous permettre de prendre la décision. Il faut beaucoup analyser le cas, en fait, en amont pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et en gros... Donc, ça date maintenant de 2014. Il y avait eu un workshop de l'EFP auquel j'avais participé. Eh bien, vous savez comment ça fonctionne, les workshops, on lit toute la littérature, on en fait une synthèse, des revues systématiques et si possible, des méta-analyses. Donc, en gros, on pool tous les patients et on fait des méta-analyses. Je vous apprends rien. Les techniques de lambeaux positionnés coronairement plus conjonctifs permettent d'avoir les meilleurs résultats. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'était sur les RT1 et les RT2. Voici un exemple d'une de mes patientes qui effectivement vient nous voir en disant qu'elle avait des hypersensibilités, que c'était pas joli, qu'elle était mal à l'aise. Effectivement, elle a une fente de Stillman, elle a un brossage traumatique. Elle est toute jeune, je crois qu'elle a une vingtaine d'années. Alors, c'est un cas d'enveloppe
de l'époque où ça a été publié, voilà, donc avec des jolies sutures, avec un joli conjonctif qui laissait exposer. Toujours est-il que voilà, le résultat obtenu permet, surtout la rapidité, hein, ça c'est à une semaine, nous permet d'obtenir un root SCT score de 10 et un BAS à 35 sur 35 de manière assez rapide et facile. Ça c'est pour les récessions unitaires. L au départ c'était mis 5 et 10 à la fin. Dans mon petit CV que j'ai mis au départ, je suis très fière d'avoir, pendant le Covid, comme on s'ennuyait, qu'on était hyper angoissés, créé une revue, puisque le JPIO avait été arrêté, une revue qui s'appelle Parodontologie, implantologie orale. Tous les trimestres, la page du milieu, il y a un QR code et il y a une vidéo d'une chirurgie. Donc celle-ci, c'était justement une technique de l'enveloppe que Nicolas Henner, un de mes anciens chefs de clinique, m'avait offert. Mais bon, on n'a pas trop le temps de s'y appesantir, sinon Julio ne va pas avoir le temps de parler. Pour le recouvrement des récessions multiples, issues de ce workshop, alors je vous rassure, il va y en avoir un d'ici quelques années, puisqu'on est à 10 ans. Là aussi, c'est moins clair parce qu'il y a à cette époque-là, il y avait moins d'essais et moins de patients traités. On n'a poulé que 858 récessions, mais en gros, c'est toujours la même histoire. La plus haute probabilité d'être le meilleur traitement, c'est le LPC plus conjonctif. LPC modifié, bien sûr, sans incision de décharge de ce type, ou les tunnels. Donc, si on regarde ce patient, mon patient qui vient me voir spontanément parce que là aussi, il souffre d'hypersensibilité, de récession évolutive. Il a une trentaine d'années, c'est un prof de maths, très sympathique. Au demeurant, il se brosse très fort les dents et il a un bon indice de plaque. Lui, il se met 5 sur 10 et nous, pourtant, si on regarde bien, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il a une petite tache ici qui lui fait perdre un point, les récessions et des malpositions, c'est tout. On décide de ce fait de réaliser, puisqu'il vient d'un petit peu loin, de lui réaliser par Rémi Arcade des techniques donc, de lambeaux positionnés coronairement sans incision de décharge verticale, selon la technique que vous connaissez bien de Zucchelli et de Sanctis, dont j'ai aussi un film, mais en une demi-heure, ce n'est pas possible de le passer. Donc je vous ai fait un petit montage comme ceci. Voici donc arcade par arcade. On a à 10 ans, hein, post-opératoire, des résultats qui sont corrects, qui sont intéressants au niveau du recouvrement. Alors évidemment, j'ai mis du conjonctif qu'aux endroits où le lambeau était inférieur à 0,8 mm. C'est pour ça que je vous ai mis le compas d'épaisseur. On le fait bien sûr dent par dent, site par site. Et donc on a des résultats stables dans le temps, mais bien sûr à condition que le patient continue à utiliser des instruments de brossage qui soient adaptés à ces nouveaux tissus, qui ont été certes renforcés. Alors on ne peut pas dire qu'on a modifié vraiment le phénotype, mais on l'a en tout cas amélioré, renforcé. Et ce patient se maintient, il vient aussi à toutes ces visites de maintenance régulièrement. Tout ça pour vous dire qu'en fait, nos résultats, ils sont d'abord liés en amont à l'objectivation, alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas la mise en évidence de ces fameux broxomanes. C'est-à-dire que ça, c'est un patient, avant de monter sur le fauteuil, il me demande où sont les toilettes pour se brosser les dents, ça c'est de bonne guerre. Mais là, c'est le coup de râpe de brosse à dents la minute avant. C'est un patient qui sortait de garde, que je suis toujours, qui était interne en urologie, et il vient me voir parce qu'il me dit... j'ai un truc là qui se passe, ça va pas du tout. Effectivement, donc il se met des coups de brosse. Là, c'est sur les papilles, ça se passe bien. Mais là, les coups de brosse, c'est les fentes de Stillman. Il y en a une ici, il y en a partout. Et du coup, évidemment, alors on n'avait pas ces brosses-là à l'époque, mais on avait déjà des brosses Oral-B, puisqu'on en parlait tout à l'heure. On a travaillé, moi j'étais à la SFPIO à l'époque, on faisait déjà des meetings et on était très friands de pouvoir déprogrammer nos patients. Et maintenant, on a la chance d'avoir les publications qui vont avec et de nouveaux modèles de brosses, et notamment des têtes de brosse très souples qui permettent d'éviter à nos patients de continuer à s'abraser le parodonte. Et on va finir avec ma petite patiente préférée, Brigitte, 34 ans. Elle vient nous voir parce qu'elle a peur de perdre ses dents. Elle a des hypersensibilités radiculaires au chaud et au froid. Alors elle se met en termes d'EVA, de douleur, c'est 7 sur 10. Et c'est vrai qu'avec le score de chiffre, on a chaque dent a un score supérieur à 3. Elle utilise une brosse à dents médium manuelle et elle trouve son sourire inesthétique
à tel point qu'elle vient nous voir après avoir aussi consulté un orthodontiste en se disant « je vais faire aussi un traitement orthodontique ». Alors, si on lui demande, au cours de son sourire, on va voir ce qu'elle pense de sa gencive, elle se met 4 sur 10. Et je pense que là, pour le coup, elle a plutôt raison, parce qu'il y a beaucoup de patients qui se mettent des mauvaises notes, mais là, elle a en plus une inflammation, parce qu'elle n'ose plus brosser, ça lui fait mal. Elle a une classe 1 parodontia, hein, c'est-à-dire qu'elle découvre plus de 3 mm, si tant est qu'elle aurait de la gencive sur ses racines. Et quand on fait le Smile Aesthetic Index de Rotundo, elle n'a pas perdu tant de choses que ça. Hein, au niveau, elle est à 7 sur 10, parce qu'en fait, elle concentre les problèmes sur les récessions et sur une dyschromie dentaire. Donc, évidemment, on fait ce diagnostic de parodonte sain, puisque entre-temps, on lui soigne quand même sa gingivite, on lui apprend, enfin, elle est déjà au départ bien motivée. Nous travaillé beaucoup sur les mouvements. Moi, je travaille beaucoup avec les orthodontistes depuis des années, et on avait fait cette étude sur l'effet en fait des déplacements dentaires sur les corticales et notamment donc sur le phénotype osseux. Et on s'était dit avec les orthos que c'était peut-être plus prudent, même si on repositionnait les dents dans leur base osseuse par le traitement orthodontique, de renforcer, puisque de toute façon, elle n'arrivait pas à brosser ses racines. Donc, dans ces cas-là, on peut être amené à intervenir. Donc, j'avais confié à mes DU à l'époque de faire des tunnels associés à des conjonctifs. On a un résultat d'abord qui est intéressant au niveau esthétique, mais aussi stable, puisque le traitement orthodontique a pu se faire. Et je fais une petite parenthèse là-dessus parce que je voulais vous dire que les patients, après une chirurgie plastique parodontale, ils vont avoir du mal à brosser. Et on me pose souvent la question, quand est-ce qu'ils peuvent reprendre leur brosse à dents, notamment mécanisée, qui leur rend grand service, puisque en post-opératoire, souvent, on a beaucoup de plaques. Donc voilà, ça c'est pas du tout evidence-based, c'est le protocole que je mets en place depuis quelques années. Je suis ouverte à toute proposition, mais je pense qu'en post-opératoire, vu le mal que je me donne à faire mes petites sutures en 7-0 et en 6-0, j'ai pas envie qu'ils les arrachent avec la brosse à dents, mais j'ai envie que ça soit propre, donc je leur fais passer des gels et des sprays à base de chlorhexidine, plus ou moins associés de l'acide hyaluronique. Par contre, dans les autres zones, je leur demande de brosser de manière habituelle, et ça, souvent, ils ont peur. Hein. Après la dépose des fils de suture qui a lieu souvent à 15 jours, ils reprennent une brosse à dents manuelle 6 ou 7 centièmes pendant une quinzaine de jours dans la zone opérée, continuent à brosser correctement, puis une brosse à dents à 15 centièmes pendant 15 jours qui va leur permettre ensuite de reprendre le brossage mécanisé avec une tête souple. Alors c'est marrant parce que comme je suis à l'hôpital et que je soigne avec tous mes externes, internes et tout ça, parfois ils oublient. Et les patients, alors vous allez être étonnés, ils ont mon numéro de portable. Hein. Et du coup c'est bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis madame Untel, je suis venue ce matin me faire enlever les pointes, monsieur Untel, pardon. Vous m'avez dit d'acheter une brosse à dents spéciale douce, donc une fameuse manuelle. Vous pourriez me donner le nom de la brosse pour que je puisse l'acheter, merci d'avance. Donc j'ai attrapé l'interne qui a oublié de donner le nom de la brosse. Peu importe. Voilà. Si oui, pas de souci, brosser en douceur, parce qu'après, il dit, lors des 2 brossages de dents hier soir et ce matin, ma gencive au-dessus de la canine a saigné et elle est rouge vif. Dois-je éviter de me la brosser ou est-ce normal? Voilà. Donc, il faut faire attention que les patients, ils ont l'impression d'avoir de l'or dans la bouche. Ils veulent surtout pas l'abîmer. Oui. Et donc, voilà, j'ai fini avec ça. Non, mais c'est pour ça que j'ai souvent besoin de... Donc, quand on a attaqué le traitement orthodontique dans les secteurs latéraux, on a décidé de traiter le secteur antérieur pour avancer un petit peu le travail. Là aussi, les orthodontistes sont bien revenus et travaillent beaucoup avec nous de concert avec la possibilité d'utiliser des brosses mécanisées pour avoir la meilleure hygiène possible sans abîmer leur appareillage, et ça, ils le savent déjà. Donc voilà, avant et après traitement, même si donc on a repositionné les incisives dans leur base osseuse, mais avec plus de sécurité parce qu'il y a des rotations et des dérotations. Et surtout, on a changé le phénotype complet. Donc maintenant, on a un Smile Aesthetic Index qui s'est nettement amélioré et dont la patiente est très satisfaite. Et je voulais finir avec cette conclusion, puisqu'elle a voulu partager. Donc s'il peut y avoir le son... global, donc de la greffe de gencive jusqu'à l'orthodontie et les composites. Écoutez, je suis extrêmement satisfaite du traitement. J'ai été super bien prise en charge.
trouve qu'il y a une différence, mais vraiment remarquable, entre quand je suis arrivée et aujourd'hui. Et je ne parle pas uniquement du côté esthétique, c'est surtout le côté sensibilité, le côté confort qui a changé ma vie, en fait. C'est réellement ça, hein. Donc, et le côté esthétique aussi apporte un vrai plus. J'ai même eu l'impression que c'était pas... Je retrouvais mes dents, quoi. Je les voyais même plus comme ça depuis longtemps. Donc, non, je vous dis un grand merci. Donc, merci beaucoup. En conclusion, s'il y a 2-3 take-home messages qui vont être complétés, bien sûr, par Giulio, c'est que l'analyse esthétique gingivale va orienter la stratégie thérapeutique, évidemment, dans les secteurs esthétiques. On sait faire, hein, les techniques, vous avez compris, elles sont pas compliquées à partir du moment où on les maîtrise bien. Mais en amont, il va falloir quand même avoir une planification précise. Et vous avez vu, sur peu de cas, parce que je ne vous ai pas montré tous les LCNC et tout ça, l'interdisciplinarité est très importante. C'est la clé, hein, pour un sourire harmonieux et stable. Et l'hygiène parodontale, tout au long, hein, sans agression des tissus gingivaux, est indispensable avant, après la chirurgie plastique, pendant le traitement ortho et puis tout au long de la vie. Et je voulais faire un petit clin d'œil à Alexandra, pour dire que les échecs et complications existent. On peut en parler. Si vous voulez, vous pouvez aller voir sur Dental Espace la petite série qu'on a faite sur tous les soucis qu'on a quand on fait de la dentisterie au quotidien. Et moi, j'ai bien évidemment eu le plaisir de partager toutes mes galères en muco-gingival avec Alexandre Pilipakis et bien d'autres. Voilà. Et je voulais aussi faire un petit clin d'œil à mon équipe qui est à Marseille, qui m'a envoyé les photos de leur chirurgie de cet après-midi dans le train. Ils ont bien travaillé, tout va bien, donc la relève est assurée. Et sans eux, je ne pourrais pas être là ce soir, donc je voulais les remercier aussi. Voilà.